On reprendre une chanson même si le but n'est pas commercial, par exemple pour un spectacle de chorale scolaire. Alors, cette question, elle est incroyable parce qu'effectivement, vous avez compris que quand on génère pas de revenus, quand on gagne pas d'argent avec la création, on peut peut-être obtenir une certaine tolérance. Alors, même si c'est dans le cadre purement, je dirais, euh, non commercial, voilà, on est dans le cadre non commercial, il faut quand même solliciter les droits. Il faudrait quand même solliciter les droits, puisqu'en plus, il y a une adaptation derrière. Sachant qu'au demeurant, alors là où on n'a pas besoin, je dirais, de solliciter les droits, où il peut y avoir des exceptions, c'est uniquement dans un cadre restreint du cercle de famille. Alors, ça ne veut pas dire cadre restreint du cercle de famille, ça ne veut pas nécessairement dire avec ses frères et sœurs, parents ou cousins au premier degré. C'est une notion juridique qui signifie en fait un cadre très restreint. Ici, dans le cadre de cette salle de classe, on est déjà hors du cercle de famille. Pour la loi, pour les juges, on est déjà hors du cercle de famille. Donc il faudrait demander l'autorisation, même si le but est non commercial. Alors en plus, au-delà de ça, il ne faut pas croire que il faut aller voir la SACEM, par exemple, pour la musique, ou la SACD, c'est la Société des auteurs compositeurs d'art dramatique, pour les pièces de théâtre, parce qu'en fait, c'est eux qui vont par la suite venir chercher les promoteurs de ce spectacle, je dirais, fait dans le cadre de l'école, pour demander éventuellement une redevance. Voilà. Et c'est eux qui, généralement, font le tour des balles l'été, la SACEM, et qui vient réclamer la dîme. C'est vrai qu'en fait, payer la SACEM pourrait éventuellement protéger, ou en tout cas, on pourrait penser qu'on est protégé parce qu'on a payé les droits. On a payé la SACEM. Mais en fait, la SACEM est un... Il faut comprendre que la SACEM, c'est un organisme de gestion collective des droits. C'est-à-dire que la musique, elle est répartie ensuite en fonction du nombre de créations, enfin, les droits sur la musique sont répartis en fonction du nombre de créations des auteurs. Par exemple, on ne vient pas vous voir dans un bal de musique, dans un bal où il y a la musique qui est jouée, on ne vient pas compter combien de chansons et à qui les chansons ont été empruntées. Il y a un forfait global qui va être payé à la SACEM, et la SACEM va répartir, non pas en fonction des musiques qui ont véritablement été jouées, mais en fonction, je dirais, de l'apport dans la société de gestion collective des auteurs. C'est d'ailleurs pour ça que finalement, c'est toujours aux très gros compositeurs, aux très gros auteurs que reviennent les revenus. Plus on est écrit, et plus on gagne de l'argent, voilà, concrètement. Plus on est reconnu à la SACEM, effectivement, et plus on a de redevances. Mais ça ne protège pas contre une éventuelle action de l'auteur lui-même dans le cadre d'une action, je dirais, concernant l'adaptation de la... Alors, généralement, les auteurs ne le font pas. Ils ne font pas d'action seuls. J'ai un exemple, alors je suis un petit peu embêté d'en parler, parce que c'était un dossier que j'ai suivi, mais un spectacle en Haute-Corse qui était réalisé, un spectacle vivant, qui était réalisé dans le cadre d'un festival, du Rire. Il y avait donc des artistes français qui se produisaient sur scène, qui produisaient leur propre spectacle, d'accord. Et l'association qui organisait ces spectacles a été condamnée par le tribunal à payer à la SACD, qui est donc la Société des auteurs d'art dramatique, un certain montant du fait de l'exploitation du spectacle. L'auteur lui-même avait été rémunéré pour sa prestation. Il avait touché un cachet. Mais la SACD, l'organisme de gestion collective, n'avait pas été payé. On peut trouver ça bizarre comme situation. Parce que l'auteur qui a créé le spectacle et qui le joue, lui, est payé. Alors pourquoi? C'est la gestion collective, c'est-à-dire on met en commun et il faut payer. Voilà. Généralement, c'est ça. Et on paye en fonction, ici, vous le comprenez, de la recette. C'est un pourcentage sur la recette. Quelle est la peine encourue pour un chanteur qui fait une reprise sans en avoir les droits? La peine encourue, quand vous parlez de peine, si vous parlez de peine de prison, c'est une action pénale et c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Voilà. Ça, c'est la peine, on va dire, pour la contrefaçon. Mais c'est également la même peine qui touche celui qui télécharge sur Internet. 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Mais ces peines-là, pour un chanteur qui reprend une musique, ne sont jamais, bien entendu,
appliquée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il risque vraiment, c'est une action civile, c'est-à-dire une action en dommages et intérêts. On vient lui réclamer de l'argent, et le procureur, qui est donc celui qui mène l'action publique, l'action pénale, ne poursuit pas généralement. Voilà. Même si effectivement, la contrefaçon est à la fois, je vais vous perdre tout de suite, je pense tout le monde, un délit civil et un délit pénal. Voilà. Mais généralement, le procureur ne s'intéresse pas trop aux chanteurs qui reprennent les chansons sans avoir le droit. A-t-on le droit de reprendre une musique de film ? De la même façon que ce que j'expliquais par le passé, on aurait le droit à condition d'en demander l'autorisation. Une musique de film, c'est exactement la même chose qu'une musique qui a été produite dans le cadre d'un CD par un artiste. C'est exactement la même chose. Et je me pose la question de savoir si le compositeur d'une musique d'un film peut lui-même, seul, exploiter sa propre musique. Bah, c'est pas si évident que ça. Je crée une musique pour un film, je rentre dans une œuvre collective, une œuvre plurale, d'accord, avec plusieurs auteurs. Et on peut me reprocher d'avoir exploité seul ma création. Bon, ça ne marche pas pour la musique parce que généralement le compositeur est également donc auteur et il peut exploiter tout seul sa musique, tout seul. Et donc ça veut dire que si on veut l'exploiter à sa place, il faut lui demander l'autorisation. Ai-je le droit d'utiliser un accompagnement playback pour faire une reprise et la poster sur YouTube ? C'est très connu en ce moment, on les voit fleurir sur Internet. Il y a des... je dirais qu'en fait, le droit, vous ne l'avez pas forcément. Mais il y a des tolérances qui existent. C'est pas parce que vous le faites qu'on va venir vous chercher. On va venir chercher le chanteur qui chante sous sa douche en lui disant « Vous avez posté sur Internet une musique qui m'appartient, je vais vous demander des comptes. » Non. On va considérer, si vous voulez, pour faire très simple, que si ça fait de mal à personne, parfois ça fait du mal parce que ça casse les oreilles, mais si ça fait du mal à personne, vous avez le droit de le faire. Il y a une théorie en droit d'auteur qui est la théorie de l'unité de l'art, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas le mérite pour protéger. On ne dit pas « Ah, c'est super !» Et donc, il faut le protéger. On ne dit pas c'est original, il faut le protéger. Dans le sens original, c'est extraordinaire. Non, on dit c'est une création, on protège. Si quelqu'un a un stylo bic parmi vous, dites-vous par exemple que ce stylo bic est une œuvre de l'esprit qui est protégée de la même façon par le droit d'auteur qu'une symphonie ou qu'un opéra rock. Un stylo bic. Un conteneur poubelle a été reconnu comme étant une œuvre de l'esprit. Un abribus, par exemple. Un baby-foot. Je vous en donne des tonnes et des tonnes d'exemples où on voit effectivement des degrés de création différentes entre celui qui a créé effectivement le pare-choc d'une voiture et celui qui a créé un opéra rock. Faut-il demander les droits pour faire une parodie ? Ah, alors la vraie question qu'il faudrait poser, cette question elle est très bien, c'est juridiquement on dirait est-ce qu'il existe une exception humoristique ? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une exception qui permettrait de faire une parodie d'une musique sans pour autant en avoir à demander les droits ? Certains ont essayé et certains ont eu du mal. Alors, l'exception, pour moi, ma réponse, elle sera très simple. Elle existe à partir du moment où on n'en fait pas une exploitation commerciale. Voilà. Ça, c'est une réalité. Alors après, il faut savoir quand même qu'il y a des degrés divers dans la parodie et dans l'humour. Et il y a de l'humour qui fait plus rire, on dira, que d'autres. Je m'explique. Si par exemple, vous faites une parodie, mais votre parodie, elle en vient à, on va dire, violer d'une quelconque façon les droits de l'auteur qui se sent attaqué dans son honneur. D'accord ? Il pourra agir contre vous sur le terrain, effectivement, de son droit moral. Alors, un exemple très précis que je vous donne, et parce que ça a fait l'objet de discussions, c'est par exemple une musique qui a été utilisée pour accompagner la rentrée sur scène d'un dirigeant d'un parti d'extrême droite. Eh bien, cette musique-là, l'auteur, qui était associé à la manifestation, a pu s'indigner du fait que sa musique ait été acclamée par des personnes dont le bord politique ne lui convient absolument pas. Et demander effectivement réparation sur le terrain
de son droit moral. C'est une possibilité, tout à fait. Si vous utilisez des samples qui ne sont absolument pas reconnaissables, vous avez d'autorisation à demander à personne. Si maintenant vous utilisez des parties de chansons pour en faire une autre nouvelle chanson, et je parle par exemple, vous avez utilisé ça, le mashup. Le mashup, c'est une sorte de remix, hein, c'est pour ça que je vous pose la question. Il faut demander des droits, effectivement. Un DJ qui va mixer sur une musique, il fait un remix, il va devoir demander les droits, absolument. Il y a une exception qui existe, on appelle ça l'exception de courte citation. D'accord ? Alors la courte citation, c'est en principe quelques secondes qu'on peut éventuellement placer. Le mieux, c'est quand même de demander à l'auteur ou à l'ayant droit ou au producteur l'autorisation, surtout s'il s'agit d'un hommage. Par exemple, oui. Ça peut être effectivement un hommage, hein, tout à fait. Mais si on dépasse la courte citation, alors encore une fois, je ne peux pas vous dire, c'est 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, la jurisprudence n'est pas claire dessus. La jurisprudence, c'est les décisions des tribunaux, n'est pas claire là-dessus. Il peut être supprimé, sachant que YouTube, quand vous publiez, alors YouTube, je pense à YouTube, mais je dis aussi Dailymotion, je dis Facebook, je dis n'importe quel réseau social également. Lorsque vous publiez, vous reconnaissez avoir les droits, ou en tout cas que le post que vous mettez sur Internet ne viole les droits de personne. Alors quand je dis les droits, c'est les droits de la personnalité, les droits d'auteur. En fait, si on regarde bien, toutes vos publications sur Facebook sont illégales. Par exemple, moi aujourd'hui, je prends une photo de la classe. Pendant l'intervention, je la poste sur Facebook. Je ne vous ai pas demandé l'autorisation. J'ai fixé votre image, votre visage sur un support numérique. Je la mets sur Facebook. Je viole vos droits à tous. Donc tous vos comptes Facebook sont illégaux. Quelle est la différence de peine entre le streaming et le téléchargement ? Aucune. Je vais inquiéter tout le monde. La loi ne distingue pas entre le streaming et le téléchargement. La loi prévoit des peines concernant la contrefaçon par fixation. Et le téléchargement, c'est une contrefaçon par fixation. Vous enregistrez sur votre disque dur et vous fixez durablement sur votre disque dur un fichier. Ce fichier, c'est ce qu'on appelle le support numérique. Ce n'est pas un CD. Vous ne gravez pas un CD, mais vous fixez sur un support numérique, sur un fichier numérique, un contenu qui est protégé par des droits. Le streaming, beaucoup ont dit, mais il n'y a pas de fixation sur un support, donc on ne rentre pas dans la qualification de la contrefaçon. C'est faux. Il y a quand même une fixation. Dans le cas du streaming, elle est différente, parce que la fixation, elle est finalement très courte. C'est la mémoire cache de votre ordinateur. Alors là, on rentre dans des débats techniques, mais c'est une fixation qui vous permet de retransmettre l'image sur votre ordinateur. Et en fait, vous êtes coupable d'une représentation non autorisée. Et la différence entre la contrefaçon et l'autorisation, c'est simplement si on va dire, la source est licite ou non. La source, c'est le site sur lequel vous êtes allé chercher la musique ou la vidéo. Et donc vous regardez une vidéo ou vous écoutez une musique. Si la source est illicite, c'est-à-dire que si elle est le produit d'une contrefaçon, c'est-à-dire que si la personne qui la diffuse n'a pas le droit de la diffuser, dans ce cas-là, il y a effectivement une contrefaçon et vous êtes associé à cette contrefaçon.